Bonjour à tous et bienvenue dans cette session consacrée à l'État aux commandes de l'économie. Avec nous en studio Karine Van Genip, bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale d'ING Banque France, par ailleurs membre du conseil d'administration de l'INSEAD et, signalons-le, coprésidente de l'association Financielle qui promeut la mixité homme-femme dans le secteur bancaire et financier. Également en studio, Jean-Louis Giraudol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Lazare France avec, on peut le dire, une solide expérience dans le conseil de grandes entreprises françaises et internationales en matière de fusion-acquisition. Vous êtes également passé par le ministère de l'économie, plus précisément au sein de l'Agence des participations de l'État, et ça nous intéresse évidemment pour le débat du jour. En ligne avec nous depuis la Finlande, Olli Rehn, bonjour. Grande figure européenne, Olli Rehn, aujourd'hui gouverneur de la Banque de Finlande. Vous avez été commissaire européen pendant 10 ans, notamment chargé des affaires économiques et monétaires. Vous avez également été ministre de l'économie. On reste en Finlande avec Eva Fuhrman. Bonjour à vous. Vous dirigez à Helsinki le Centre de politique environnementale et vous vous consacrez aux questions de gouvernance et de développement durable, notamment pour le compte des Nations Unies, à travers de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux. Chakib Ben Moussa, bonjour Excellence. Vous êtes ambassadeur du Maroc en France et président de la commission spéciale sur le modèle de développement, par ailleurs ancien ministre ingénieur de formation. Henrik Enderlein, enfin avec nous. Bonjour. Depuis Berlin. En tout cas, vous êtes professeur d'économie politique à la Hertie School of Governance que vous présidez. Vous dirigez également l'Institut Jacques Delors à Berlin. Je passe tout de suite la parole au coordinateur de notre session, membre du Cercle des économistes, président de l'Institut France Stratégie. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Nous allons donc réfléchir ensemble à l'action économique des États. Voilà, donc pour réfléchir à l'action économique des États, il faut d'abord, je pense, rappeler la notion d'État et évoquer le fait que cette notion n'a pas le même sens dans le monde anglo-saxon et en France. Donc l'État est un des concepts les plus difficiles à appréhender. C'est une invention, paradoxalement, pour la plupart des gens, de la philosophie politique libérale, puisque dans la philosophie et la politique marxiste, il y a une fusion entre les deux. Donc la notion d'État, notamment d'État de droit, est une création des philosophes du XVIIe et du XVIIIe, Hobbes, Locke et Montesquieu, sur la base des monarchies qui se sont développées à partir de la fin de l'effondrement de l'Empire romain en Europe. Et ce concept d'État est un concept qui ne peut être appréhendé que si on distingue un État régalien, un État providence et un État stratège. L'État régalien, c'est celui qui maintient l'ordre, qui est censé maintenir l'ordre sur un territoire national. L'État-providence, post-Deuxième Guerre mondiale, c'est celui qui assure un minimum de solidarité sociale et économique entre les membres de la nation. Et un État stratège dont la nature est très disputée selon les pays, selon les époques. Alors, il y a une distinction qu'il faut toujours avoir à l'esprit qui est que dans les grands pays de l'Occident, en dehors de la France, la nation a précédé l'État. Donc, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, la nation ayant précédé l'État, l'État est un instrument d'action collective. Et donc, comme simple instrument, il peut très facilement et sans débat onirique être rendu plus efficace. En France, c'est l'inverse. C'est l'État qui a créé la nation. Donc, l'État étant la mère de la nation, il est très difficile d'optimiser sa mère, et donc ça rend les débats en France d'une complexité inouïe, ce qui fait qu'on a du mal ensuite à poser la question centrale dans la réflexion sur l'État, c'est celle de l'efficacité. Pendant longtemps, il y a eu un débat en termes de poids de la dépense publique, notamment en Europe,
entre les pays dans lesquels la dépense publique est autour de 45 points de PIB, ce qui est aujourd'hui à peu près la moyenne de la zone euro hors France, avec l'Allemagne à 44 points de PIB. Je donne les chiffres de 2019 avant le choc de 2020. Et par rapport à cette moyenne de 45 points de PIB pour la zone euro hors France et le niveau 44 de l'Allemagne, la France était à 56. Mais on avait des débats assez politiques avant sur l'intérêt d'avoir une dépense publique plus ou moins forte. Aujourd'hui, la question centrale, c'est celle de l'efficacité de la dépense. Hein, et si je conclus très rapidement cette mini-introduction, si en France, nous avions 10 points de dépenses publiques de plus que la moyenne des autres pays, mais que si nous avions une croissance économique supérieure, si nous avions un taux de chômage beaucoup plus faible, si nous avions un niveau de formation des jeunes extraordinaire, ça serait un modèle. Voilà. Le problème, c'est quand vous avez 10 points de PIB de dépenses de plus que les autres et que vous avez 20% des jeunes qui sortent sans formation ou sans diplôme, quand vous avez une croissance qui est faible, un taux de chômage élevé, un taux de chômage des jeunes qui est double de celui des adultes. Donc, la question centrale, c'est celle de l'efficacité. Efficacité qu'on évoquait souvent sous l'angle économique et qui, avec la crise du Covid, est devenue aussi la question de l'efficacité face à une crise sanitaire. Ce dont on a pris conscience avec la crise du Covid, c'est qu'il y aura d'autres crises sanitaires de ce type. Et on a vu la différence entre les États efficaces et ceux qui ne l'étaient pas. On a vu que ceux qui étaient capables de tester, tracer, isoler, s'en sont sortis avec un recul économique entre 5 et 7 points, et ceux qui n'étaient pas capables de tester, tracer, isoler, on connaît un recul qui est 1,5 fois ou 2 fois celui des pays qui s'étaient préparés. Donc la question de l'efficacité de la dépense publique et la question de l'efficacité de l'État, à la fois comme État régalien, comme État-providence et comme État stratège, est la question centrale pour les années qui viennent. Donc c'est ce dont nous allons, je suppose, en grande partie débattre pendant cette heure. Alors justement, Olli Rehn, vous êtes gouverneur de la Banque de Finlande et on a envie de vous entendre évidemment sur cette question de l'efficacité des politiques monétaires et budgétaires à la fois pour contrer les effets de la crise et pour encourager le développement économique. Est-ce que vous nous entendez? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être de retour à Aix-en-Provence, ou plutôt Aix-en-Seine. Puisque plutôt que de pouvoir vous entendre, vous rencontrer tous et écouter ma compatriote à l'opéra, espérons que nous pourrons entendre cet opéra ou peut-être dans notre festival d'opéra ici dans la région des Lacs en Finlande. Permettez-moi d'avancer 3 points sur cette efficacité des États durant la crise au plan de la politique monétaire et fiscale. En temps de crise, l'État et les autorités publiques, qu'il s'agisse du gouvernement ou des banques centrales, doivent jouer un rôle plus important, que ce soit au plan économique ou autre. Cette crise du Covid est sans précédent tant par sa portée mondiale que par son importance. Et il est donc évident qu'à ce moment-là, il faut un soutien public à la fois pour contenir les problèmes sanitaires et les problèmes économiques et pour permettre aussi de repartir pour une reprise économique sur des bases saines. Mais cette augmentation du rôle des gouvernements ne peut être que temporaire et il importe qu'ensuite on revienne à une
économie européenne des marchés qui soit équilibrée. Il est important qu'on revienne à des forces du marché avec la concurrence et plutôt que la redistribution. Et pour cela, bien sûr, il faut une croissance durable afin de faire face à l'augmentation des dettes suite à la crise. La réponse politique après cette crise est telle que nous avons appris des leçons des anciennes crises. Il est important d'essayer de contenir les paniques du marché et empêcher un écroulement économique. Et cela, ce sera mon deuxième point, c'est-à-dire la réaction et la réponse à la crise du Covid-19 est telle que l'Europe s'est lancée dans une stimulation économique et pour ce qui est des politiques monétaires, nous essayons de pratiquer et d'appliquer ce que nous avons appris des crises précédentes. À moyen terme, l'effet de la crise du coronavirus sera de toute évidence une désinflation plutôt qu'une inflation. Et ceci, et pour y parvenir, cela justifie les politiques monétaires adoptées par la Banque centrale européenne. Ces politiques monétaires fortes et ces incitations fortes laissent la place aux économies européennes pour faire face aux problèmes qui se présentent à elles. Il est important que les États européens utilisent cette marge de manœuvre qui leur est laissée pour introduire des réformes structurelles et s'appuyer sur la résilience de leur économie et sur leur potentiel de croissance, afin d'arriver à transformer leur économie pour aller vers quelque chose de plus durable et bien réparti en Europe. Outre le soutien des politiques monétaires, il est bien sûr nécessaire d'avoir une forte incitation fiscale. Et à cet égard, le Conseil européen le dernier Conseil européen a été une déception, notamment en ce qui concerne le Fonds de récupération européen. Il y a des pays comme l'Allemagne qui ont un paquet fiscal de 130 milliards pour booster la récupération en Europe. Néanmoins, il est essentiel d'utiliser les stimulations fiscales et les incitations fiscales pour des points précis afin de permettre un développement et une transformation et bien sûr utiliser ces incitations pour de nouvelles dépenses irait à contre-pied. La crise frappe durement l'ensemble de l'Europe. Mais elle permet également d'avoir une opportunité de faire de grands progrès et de renforcer les mouvements de transformation économique. Et il est important de saisir cette occasion et de ne pas la laisser passer. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
On se tourne vers vous, Eva Fuhrmann. On entendait à l'instant Olli Rehn nous parler notamment de croissance durable. Vous qui dirigez toujours à Helsinki le centre de politique environnementale, comment, selon vous, regagner notre souveraineté à la fois économique et politique? Est-ce que vous nous entendez, Eva Fuhrmann? Now I can hear you. Yes, now I can hear you. Je vous repose la question. Quel est, vous qui dirigez le centre de politique environnementale, comment regagner cette souveraineté économique et politique dans la perspective d'une croissance durable dont nous parlait Olli Rehn à l'instant? Yes, thank you. Thank you very much for the... Merci beaucoup de cette question. Comme vous l'a dit Monsieur Rehn, j'aimerais aussi vous remercier de cette occasion d'être ici avec vous. C'est la première fois que je participe et je suis très heureuse d'être ici avec les éminents membres de ce panel. Moi, j'ai été formée aux sciences naturelles et je suis experte dans les sciences durables. Donc, en fait, ceci est beaucoup plus proche des sujets que vous abordez et des sujets abordés par les autres membres du panel que l'on pourrait le penser. Nous vivons à une époque de l'Anthropocène, c'est-à-dire que les sphères humaines et naturelles sont totalement connectées. Nous vivons dans une seule entité. Et quand nous planifions l'économie, cela a bien sûr un impact immédiat sur le monde naturel et les systèmes naturels. Cela affecte l'économie, mais aussi l'ensemble de la société. Et c'est ce que nous avons pu expérimenter avec la crise liée au Covid-19. Alors, si nous voulons nous saisir de ce problème, il faut gérer les choses de manière holistique. Et je crois que la crise de la Covid-19 est vraiment au cœur de cela. Le premier point crucial est celui des secteurs stratégiques, vu du point de vue de l'Anthropocène. Le rapport mondial sur le développement durable, rédigé en 2016 par les membres de l'ONU et présenté au sommet en septembre dernier, présente la voie indépendante des scientifiques et ce qui est possible de faire pour avoir un monde résilient. Et il ne sépare pas l'économie, la société et l'état écologique et environnemental. Tout est vu comme une seule et même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur les secteurs individuels, il nous faut les dépasser et se concentrer sur les systèmes qui réunissent plusieurs secteurs. Si vous pensez au système alimentaire, par exemple, il ne repose pas uniquement sur l'agriculture, mais aussi sur l'eau, la sylviculture, les forêts, l'économie, l'éducation. Et c'est quelque chose de beaucoup plus naturel et proche de ce qui se passe dans la société. De même, quand on parle de sécurité alimentaire et qu'on en a parlé pendant la crise du Covid, on s'est rendu compte de tout cela. Il est donc important de se réorganiser en matière de planification et de budgétisation afin qu'au lieu de structurer les choses par secteur, on ait une approche plus large de la durabilité en tenant compte des liens entre les différents éléments. Et il est essentiel que chaque action prise et adoptée pendant la crise soit soutenue par un élément financier et tienne compte du développement durable qui est largement souligné au sein de l'Union européenne.
Ce rapport sur le développement durable tient compte de plusieurs systèmes absolument essentiels qu'il faut absolument faire passer à un état durable, et en particulier en période post-Covid. Tout d'abord, un système alimentaire durable, nutrition, c'est important pour la santé humaine. Deuxièmement, il faut avoir un accès universel à l'énergie et travailler sur l'énergie et le carbone. Ensuite, il faut travailler sur le développement de manière citoyenne et scientifique. Et ensuite, une économie durable qui tienne compte des externalités et notamment des flux longs qui nous intéressent. Et ainsi, on pourra travailler sur le bien-être et les capacités de manière durable au sens large. Et enfin, le dernier point, c'est le soutien de la cause environnementale mondiale, parce que tout est lié. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que si nous voulons faire des progrès dans le cadre du programme Action 21, il faut que tout le monde participe au sens large, pas seulement les gouvernements et les actionnaires des entreprises, mais aussi les investisseurs, l'action collective, la science, la technologie. Tout doit être intégré et tout doit fonctionner de manière intégrée dans le même sens, dans la même direction, afin de développer l'efficacité dont on nous a parlé en introduction. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que lorsque l'Europe encourage ses acteurs à prendre en main ces 6 domaines en période post-Covid, il faut aussi prendre en compte les acteurs qui sont extérieurs à l'Union européenne, parce que tout cela crée des flux et des flux de biens, de personnes et d'informations. Il est donc important de s'ouvrir davantage. Il existe la stratégie pour l'Afrique qui est en cours, et il est important d'œuvrer pour la résilience avec le reste du monde. Et il y a aussi le fait que même si les choses ainsi dites paraissent naïves, il importe de les faire progresser. Cela demande bien sûr des approches stratégiques très développées et à haut niveau, parce que nous sommes de nombreux acteurs mondiaux avec des programmes différents, mais il faut tenir compte du programme Action 21. Alors, on parle souvent d'écologie et d'économie de manière séparée. Or, à l'heure actuelle, la société doit les considérer ensemble, et c'est ce qui nous permettra d'être résilients. Il est important de nous assurer que nous ne proposons pas, que nous ne laissons pas des économistes ou des scientifiques nous proposer des solutions sectorielles, mais que nous fonctionnons de manière pluridisciplinaire afin d'œuvrer vers une Europe et un monde durable. Et j'aimerais terminer en soulignant que cette crise du Covid a conduit à l'utilisation d'éléments financiers et économiques qu'il faut aligner sur la transformation dont nous a parlé M. Rehn. Je vous remercie. Beaucoup, et on a bien compris effectivement cette nécessité de pensée globale. Henrik Enderlein, vous qui êtes professeur d'économie politique, justement, on l'abordait à l'instant, les acteurs en dehors de l'Union européenne. Comment faire de l'Union européenne une puissance souveraine face à la Chine et aux États-Unis quand ces deux pays sont, on peut le dire, en guerre froide et subventionnent massivement leurs entreprises stratégiques? Merci. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être vous. Je me connecte vers vous depuis Aix, en fait. Je ne suis pas loin d'Aix-en-Provence. J'ai décidé de me mettre à la fenêtre pour que ceux qui sont loin cette année d'Aix-en-Provence puissent profiter un tout petit peu, et peut-être vous entendez même un peu les cigales.
Alors, je voudrais Merci tout simplement parler de cette problématique. Est-ce qu'un État européen existe? On pense souvent des États et quand Christian Saint-Étienne a introduit le sujet, il a beaucoup parlé des États-nations et de l'État qui précédait la nation ou l'inverse. Aujourd'hui, quand on parle d'Europe, on pose cette question, est-ce qu'elle a la constitution d'un État ou est-ce qu'elle peut être considérée comme un État? Et je voudrais en quelques mots revenir vers ça et m'interroger sur le rôle de l'Europe dans cette crise. Olli Rehn en a déjà un tout petit peu parlé, mais je crois que ça vaut le coup d'aller encore un peu plus loin. Donc quand la crise de Covid a commencé, c'est un premier point, on a dit que l'Europe n'était pas à la hauteur des exigences. Il y avait très peu d'actes de stabilisation ou d'intervention, très peu de coordination. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu les frontières se fermer entre l'Allemagne et la France, qui était un moment décevant pour tous les Européens. Mais maintenant, 2 mois, 3 mois plus tard, on voit que l'Europe a réagi dans la crise et on voit que quelque chose émergeait que je qualifierais de fédéralisme par exception, c'est-à-dire un moment où l'État se constitue quand il y a une crise. Et on l'a vu pendant la crise de l'euro où l'Europe s'est constituée dans ces moments-là. On l'a vu aussi maintenant avec la crise du Covid où les institutions, où les impulsions plus fédérales, si j'ose dire, deviennent visibles quand il y a vraiment ce besoin. Donc, si on revient, ça c'est un deuxième point, vers Musgrave de 1959, on apprend tout ça dans nos cours d'économie politique, et je l'enseigne en économie politique. Il y a 3 fonctions de l'État, la fonction de l'allocation des ressources, la redistribution des revenus comme deuxième fonction, et puis la régulation de la conjoncture économique. Et quand on regarde ce que l'Europe a fait depuis le début de la crise, je commence par la régulation de la conjoncture économique. Certes, les États ont tous agi d'une manière plutôt indépendante, mais coordonnée. Mais c'est surtout la Banque centrale européenne qui a donné une impulsion conjoncturelle extrêmement forte. Il faut féliciter la BCE d'avoir agi de cette manière-là. C'est la seule institution vraiment, si j'ose dire, fédérale au niveau européen. Il y a un vote à la majorité. Olli Rehn, que je salue, le sait très bien. Et donc, la BCE peut agir au niveau européen comme une institution vraiment étatique. Le deuxième aspect, c'est la redistribution des revenus. Et c'est là où l'Europe a fait le plus de progrès ces dernières semaines avec cette idée, cette proposition, d'abord franco-allemande, maintenant une proposition de la Commission européenne, de créer un vrai fonds de stabilisation et de redistribution au sein de la zone euro. Donc c'est un choc symétrique que nous avons vu avec des effets asymétriques à travers la zone euro. Et cette idée de créer de la dette européenne qui peut servir à justement atténuer le choc et à aider les citoyens individuels dans tous les pays de la zone euro d'affronter cette crise et en même temps de créer une relance économique verte, numérique et bien équilibrée entre les États grâce à cet endettement commun. On crée des fonctions quasi étatiques que moi-même j'ai qualifiées et d'autres ont qualifiées comme début d'un moment hamiltonien en faisant référence aux États-Unis où l'État fédéral américain s'est constitué avec la possibilité d'émettre de la dette commune. C'est ce que l'Europe fait aujourd'hui. Donc ce pas-là, ça reste une métaphore parce qu'il ne faut pas comparer l'histoire européenne aujourd'hui avec le moment hamiltonien directement, mais ça reste une métaphore importante que l'Europe s'est constituée comme entité fédérale ces dernières semaines. Troisième point, l'allocation de ressources, c'est là où je crois que l'Europe doit encore faire plus de travail. À la limite, c'est le domaine où l'Europe est le plus présent. C'est la réglementation, c'est le marché unique. Et c'est là où on voit aujourd'hui qu'il y a des tendances nationalistes qui apparaissent. Donc l'Europe doit défendre cette réglementation commune. Mais le point où Musgrave insiste souvent, sur lequel il insistait souvent pour décrire l'État, c'est aussi la création de biens publics. C'est là où l'Europe a encore plus de travail à faire. Nous n'avons très peu de biens publics européens et il faut vraiment travailler à ce sujet-là. Troisième point, et pour conclure cette petite introduction, l'Europe doit aussi, si elle veut se constituer comme entité plutôt étatique et nous aider à gouverner nos économies, nos marchés, elle doit aussi se donner un profil beaucoup plus international.
Nous l'avons vu, c'était votre question d'introduction, face à la Chine, face aux États-Unis, quel est le rôle que l'Europe doit jouer? L'Europe doit clairement s'affirmer comme voie unique dans les négociations de commerce international, mais aussi dans sa production de ressources médicales, on a parlé des masques, on a parlé de tout ce qu'il faut pour combattre une pandémie comme Covid-19. C'est là où l'Europe, pour l'instant, n'a pas encore très bien trouvé sa place internationale. Beaucoup trop de choses se font au niveau des États nations. Donc, pour conclure, nous avons vu peut-être un petit pas fédéraliste hamiltonien ces dernières semaines, avec l'Europe qui se constitue comme État véritable. Je m'en félicite. En revanche, quand on voit aussi que les frontières ont été fermées et que beaucoup de réponses sont nationales, il faut encore faire du chemin. Mais je reste confiant que ce fédéralisme par exception sera de plus en plus fort et deviendra peut-être un jour un fédéralisme normal. Merci beaucoup. Et hors Europe, alors, Chib Moussa, on a envie de vous entendre. Vous êtes donc ambassadeur du Maroc en France. Comment l'État, en fonction du niveau de développement des pays, peut-il aider les entreprises à innover et à investir? Avec quel mode de financement? Merci beaucoup et grand plaisir de participer à ce panel. Bon, je partagerai avec vous quelques points en commençant effectivement par cette contextualisation, c'est que le rôle de l'État dans l'économie peut varier en fonction du niveau de développement de chaque pays, parce que la perception des risques, qu'ils soient pays, sectoriels, projets, l'importance accordée au long terme par rapport au court terme, le niveau de maturité même des acteurs et notamment du secteur privé peut faire que le rôle de l'État peut différer. Deuxième point, c'est lié aussi à cette période de post-Covid où en même temps on ressent ce besoin d'État, mais peut-être un État différent, un État qui protège, un État qui peut agir et qui peut réguler mieux qu'il ne l'a fait. Alors je vais à travers quelques points assez rapidement partager avec vous comment le Maroc, comment un pays comme le Maroc comment l'État se positionne dans un pays comme le Maroc. Bon, d'une part, en soulignant que la nécessité ou le besoin d'un nouveau modèle de développement s'est fait ressentir déjà bien avant cette période de crise sanitaire et que la pandémie n'a fait que renforcer ce sentiment. Et ce sentiment est parti du constat suivant, c'est que des avancées remarquables ont été réalisées au cours des dernières années dans un pays comme le Maroc, mais malgré ces avancées qui ont pu être effectives grâce au leadership de Sa Majesté, le roi, nous constatons un essoufflement de la croissance qui se situe autour de 3,5% au cours de la moyenne de la dernière décennie, alors qu'elle était autour de 5% au début des années 2000, avec moins de création d'emplois par rapport à tous ceux qui arrivent sur le marché de travail, peut-être avec une croissance aussi qui est qui n'atténue pas suffisamment les inégalités, qu'elles soient sociales ou territoriales. Et donc, d'où l'idée de dire, à travers la création de la commission spéciale sur le modèle développement que je préside, la nécessité de réfléchir sur ce long terme, mais le faire dans une approche en même temps participative, la plus large possible, de co-construction et dans une approche qui simultanément est une approche analytique qui permet d'articuler un modèle qui relève les défis mais qui s'appuie sur les atouts du royaume et les opportunités. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important que de développer à travers les approches de réflexion aussi cette acceptabilité du modèle et pour aller vers un nouveau contrat social pour pouvoir prendre en considération suffisamment le moyen et long terme et pour pouvoir intégrer dans ces modèles les transformations structurelles qui deviennent nécessaires. Alors, troisième point que je voulais développer, c'est partager avec vous l'expérience du Maroc en tant qu'État stratège et État-providence, en signalant pour comparer avec la moyenne des chiffres OCDE en matière de dépenses totales de l'État,
Au Maroc, le total des dépenses de l'État et de ses démembrements se situe autour de 40% du PIB. L'État a lancé un certain nombre de politiques assez volontaristes. J'en citerai 2 ou 3 très rapidement. Un plan d'accélération industrielle qui fait que le Maroc a pu monter progressivement dans la chaîne de valeur, et l'exemple est celui de la filière automobile, où le Maroc, en l'espace de quelques années, est devenu est devenu un acteur important en Afrique par rapport dans ce secteur, avec une production qui aujourd'hui une capacité installée de plus de 600 000 véhicules, et avec ce secteur étant devenu le premier secteur exportateur du Maroc, et avec même l'installation de filières recherche et développement dans ce domaine au Maroc. Deuxième secteur où une action volontariste de l'État a eu des effets importants, c'est toute la transition énergétique vers les énergies renouvelables, où le fait que l'État ait pu fixer un cap d'un niveau d'énergie renouvelable au niveau de l'énergie électrique, qui se situe à 52% à l'horizon 2030, a permis de créer une dynamique extrêmement intéressante autour de projets de partenariat public-privé dans ce domaine-là, et permettre aussi progressivement de développer une filière intéressante, filière économique et filière de formation et de recherche-développement. Enfin, troisième exemple où l'État est intervenu au cours des dernières années de manière assez importante, c'est tout le domaine social, où un certain nombre de programmes sociaux ont été lancés. Je citerai l'Initiative nationale de développement humain lancée en 2005, ou un programme santé pour les plus démunis, prise en charge santé pour les plus démunis, ou des fonds de cohésion sociale qui ont été mis en place et qui permettent d'atténuer l'effet des inégalités, et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais ces approches en soi atteignent aussi les limites, parce que le constat est fait que la croissance n'est pas suffisante pour absorber le besoin en création d'emplois. Les inégalités demeurent à un niveau élevé, et tout cela renvoie parfois à l'efficacité de la dépense publique. Une comparaison de l'ICOR au Maroc qui se situe à un niveau de 7 par rapport à un niveau de 4 pour des pays similaires. Un niveau d'endettement aussi qui fait qu'il y a besoin de développer d'autres sources d'autres sources de financement, que ce soit en termes d'attractivité d'IDE, que ce soit en termes de mobilisation de partenariats public-privé, ou que ce soit d'approches plus innovantes en matière de project financing. Je vais vous demander de conclure, monsieur l'ambassadeur, pardonnez-moi, pour que vraiment on puisse terminer le tour de table. Alors, je terminerai sur deux, en attirant l'attention, en vigilant sur 2 points ou 3 points. D'abord, dire que le numérique est en train de changer la donne, et peut-être repose la question de la place de l'État et de la manière comment l'État s'exprime. La question des territoires, qui me paraît essentielle en termes de durabilité, en termes de subsidiarité et de capacité à créer la base essentielle pour le développement du pays. Et enfin, tout le partenariat stratégique avec les pays de la région, et pour le cas du Maroc, notamment avec l'Europe et avec l'Afrique, sachant qu'il y a une interdépendance réelle et des complémentarités qui peuvent être renforcées et permettre de répondre parfois à des défis qui sont en commun. Merci beaucoup pour cette mise en perspective très complète. Je me tourne vers notre banquière, Karine Van Gennip, avec nous en studio. Vous présidez ING Banque France. Comment, selon vous, l'État peut contribuer à recréer un climat de confiance, en complément, bien sûr, de ce que peut faire le secteur privé ?
Yeah, thank you. In order to look at Et oui, merci. Afin de regarder les responsabilités de l'État et des entreprises privées, il faut regarder ce qui se passe au niveau de la crise. On s'est rendu compte à quel point nous sommes vulnérables. On pensait qu'on était invincible, la paix, la prospérité pour nous étaient des acquis, rien ne pouvait nous arrêter. Mais cela nous a arrêtés, c'était la crise. Mais il faut se rappeler également qu'il y a 50 ans, il y a eu la Constitution européenne. Il y a 10 ans, il y a eu la crise financière. On s'en rappelle très bien. Il y a 5 ans, l'accord de Paris, où nous sommes vraiment devenus conscients de l'impact des changements climatiques. Et aujourd'hui, nous sommes face à une à une crise sanitaire. Depuis quelques mois, on s'est rendu compte également à quel point on était capable d'adapter la vitesse de changement. Mais nous avons également vu une tendance à s'isoler, à se dire qu'il faut être autosuffisant, alors que je crois qu'il faut rester ensemble, que ce soit pour le combat contre le virus ou faire revivre l'économie. Il faut faire tout cela ensemble. Et depuis toutes ces années, on a une crise de confiance. La classe moyenne a une perte de confiance par rapport à notre leadership, mais c'est également une crise de l'inclusion. Et donc, on voit les inégalités et cette absence d'inclusion qui vraiment fait pâtir nos sociétés. Donc, il faut reconstruire nos sociétés, il faut renouveler le contrat social et c'est le moment pour ce faire. C'est ce qu'il faut faire en temps de crise. Et pour moi, il y a 4 grandes questions en sortant de cette crise. D'abord, la réponse est verte. Ce n'est pas ou la récupération économique ou la récupération économique ou le vert. Il faut faire les deux. D'abord, et ensuite, deuxièmement, il faut augmenter l'inclusion. Il faut être honnête. Et si on regarde le panéliste, ce n'est pas 100% tout blanc, mais on y est presque. Il faut être honnête, on ne peut plus procéder comme cela. Et en termes de l'égalité des genres, il faut être conscient, sensibilisé là-dessus. Et donc, on a un problème d'inclusion de toute forme en France et ailleurs également. Troisième point, il s'agit de la responsabilité financière. Il faut réinvestir dans nos innovations et nos clients. Et quand on paie nos impôts, on peut s'attendre à ce que l'État investisse également et injecte l'argent dans le domaine de la santé, dans la recherche. Et ensuite, le rôle des entreprises dans la société. Quelle est notre raison d'être? Est-ce que les choses doivent être définies du haut vers le bas? Non, ça ne marchera jamais. Il faut que cela remonte du terrain et il faut le faire avec tout le monde. Donc, il faut prendre en compte notre écosystème. Quand on regarde toute crise en arrière, on sait que la manière dont vous gérez la crise va déterminer votre réussite en tant qu'entreprise ou de gouvernement. Et ce que nous espérons, c'est que quand mes petits-enfants vont me demander d'ici 25 ans, qu'est-ce que tu faisais en 2020? Est-ce que tu as reconstruit la société? Est-ce que tu as renouvelé le contrat social? Est-ce que tu l'as fait de manière plus durable, de manière plus responsable? On vient de l'entendre avec Karine Van Gennep. On s'est rendu compte à quel point on est vulnérable. Comment financer la transformation de l'économie européenne? Merci beaucoup, je vous remercie de votre invitation et je salue les membres de cette table ronde qui nous regardent et participent à distance. Pour répondre à votre question, il ne faut pas oublier que d'abord on a commencé par devoir financer la stabilisation de l'économie européenne et que ça a déjà consommé des montants considérables. Je rappelle brièvement quelques chiffres, ils ont déjà été donnés par Christian Saint-Etienne. Selon la Commission européenne, le déficit budgétaire cumulé de l'Union européenne qui était de moins 0,6%
du PIB européen l'année dernière va passer à moins 8,5. Autour de ce chiffre, on sait que l'Allemagne sera à moins 5 ou moins 6, la France va dépasser les moins 10. Donc on parle de montants considérables et c'est à l'aune de ce point de départ qu'il faut évidemment essayer de répondre à votre question sur comment financer la transformation. Alors cette question, on peut l'aborder de mon point de vue sous 3 angles. Le premier, c'est évidemment de se demander qu'est-ce qu'on peut financer, quels sont les moyens disponibles, quelles sont les capacités de financement qui existent. Le deuxième angle, c'est de se demander, dans cette transformation, qu'est-ce qu'on veut financer? C'est quoi la transformation? Et puis, le troisième angle, c'est de savoir qui doit faire cela. Qui doit financer la transformation européenne? Sur le premier angle, quelles sont les capacités de financement? Je voudrais faire 2 constats qui sont un peu le corollaire l'un de l'autre. Le premier, c'est qu'on est dans un environnement de taux bas, et de taux qui vont rester durablement bas, ce qui est évidemment un facteur favorable pour financer cette transformation. Vous savez que le taux de la BCE est à 0 pour le taux de refinancement et à moins 0,5 au jour le jour. Vous savez que le taux de la Fed est entre 0 et 0,25 et que la BCE a mis en place un programme très large, après une petite erreur de communication, de rachat d'actifs qui aide à la convergence des taux en Europe et qui a permis, y compris au taux des économies les plus fragiles, de repartir à la baisse et vers un peu plus de convergence. Ces taux, ils sont intéressants parce qu'ils sont vus comme restant bas dans la durée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aujourd'hui pas d'anticipation d'inflation. L'inflation projetée pour la zone euro par la BCE, elle est de 0,3% cette année seulement, 0,8% l'année prochaine, et 1,3% seulement en 2020. Et quand on se tourne vers les États-Unis, ce que la Fed de Saint-Louis appelle le 10-year break-even inflation rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui équivaut à l'inflation, c'est 1,3% aussi. Donc on est dans un environnement durablement dans lequel les pressions inflationnistes semblent contenues, ce qui peut permettre de garder des taux bas. Pourquoi l'inflation est basse? D'abord parce qu'il y a évidemment beaucoup de chômage et que ça va s'accroître et que ce qu'on appelle l'armée de réserve des chômeurs pèse évidemment sur les salaires et sur la dynamique des prix, parce qu'aussi les prix de l'énergie sont contenus grâce au recul du pétrole dans la consommation énergétique et au fait que le shale oil américain exerce une pression sur le prix du pétrole. Et donc on se retrouve dans un environnement assez paradoxal de taux d'intérêt réel négatif, c'est-à-dire le taux d'intérêt corrigé de l'inflation. Ces taux sont négatifs et quand on regarde la courbe des taux, la France émet à 0 à 10 ans, c'est du jamais vu, elle émet à 0,6% à 30 ans. L'Allemagne a pour sa part une courbe des taux d'intérêt totalement négative, y compris à 30 ans. Pourquoi on en est là? Parce qu'en fait, on est dans un univers dans lequel l'épargne demeure extrêmement abondante et l'Union européenne, la zone euro, conserve un solde courant, c'est-à-dire au fond, le solde courant dans la science économique, c'est la différence entre l'épargne et l'investissement, un solde courant qui est très largement positif. Il était de l'ordre de 3% du PIB européen dans les années récentes, il est toujours projeté à quelque chose comme 2,5% malgré ses déficits importants pour les 3 années qui viennent. Donc on est dans un phénomène d'abondance de capital prêt à s'investir et qui peut permettre de financer beaucoup de choses. J'en veux pour preuve parce qu'il n'y a pas que le capital public, il y a aussi les investisseurs privés. Quand on regarde les montants que les fonds d'investissement ont levés au cours de ces dernières années, c'est-à-dire l'épargne, cette épargne abondamment disponible dont j'ai parlé, qui a été confiée à des investisseurs privés, les fonds d'investissement, rien que pour l'Europe, de 2018 à aujourd'hui, ont levé plus de 250 milliards d'euros pour investir en Europe. Ils ont levé plus de 100 milliards d'euros pour investir dans les infrastructures. On sait que quand ils investissent en gros, pour moitié cet argent levé, pour moitié ils ajoutent de la dette. Donc il faut multiplier, ne serait-ce que par 2, les chiffres que je viens de donner pour avoir une idée de la capacité, de la force de frappe que ça représente. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui un contexte de financement avec en Europe un déséquilibre épargne-investissement qui laisse de la place à beaucoup d'investissements et des taux d'intérêt qui vont rester bas pour financer cela. Alors, qu'est-ce qu'on veut financer, évidemment, avec cet argent disponible? Et là, on sait qu'on est dans un moment où énormément d'idées ont été mises sur la table et où je crois qu'il faut essayer de recentrer un peu le débat. La première des choses, on a beaucoup parlé des relocalisations. Est-ce qu'on peut, parce qu'on a constaté qu'évidemment pendant la crise sanitaire, on n'avait pas en Europe disponible non seulement les stocks, mais surtout les capacités de production, les chaînes d'approvisionnement qui nous permettaient de faire face à l'épidémie.
Est-ce qu'on pourra tout relocaliser? Certainement pas, et il ne faut d'ailleurs pas le souhaiter. Il ne faut pas oublier que la mondialisation a eu des effets positifs. Elle a, on le sait, permis énormément de centaines de millions de gens de sortir de la pauvreté ailleurs que chez nous. Elle a eu des effets bénéfiques sur le consommateur en Europe, parce que la mondialisation, elle s'est accompagnée de la baisse des prix. Parce que, évidemment, on est allé produire là où c'était le plus compétitif. Donc, il faut faire attention, on ne peut pas tout relocaliser, et d'ailleurs, ça entraînerait des pertes considérables pour les entreprises qui perdraient la valeur des investissements qu'elles ont réalisés à l'étranger, et pour le consommateur, je l'ai dit, qui verrait les prix augmenter. Donc, il va falloir être sélectif. Cette sélectivité, d'ailleurs, elle donne une chance aux pays de l'Union européenne dans lesquels les coûts sont les plus bas. Les pays de l'Union européenne, pays du Sud, pays d'Europe de l'Est, Grèce, Roumanie, Bulgarie, sont des pays pour lesquels ce mouvement de relocalisation, grâce à leur compétitivité, va créer des opportunités et ça peut permettre d'équilibrer le développement en Europe. Alors vers quoi faut-il être sélectif? Chacun peut avoir son avis, je vais vous donner le mien. Je crois qu'il y a deux mots sur lesquels on peut essayer de se baser pour choisir. Le premier, c'est ce qui concourt à la résilience. Et le deuxième, c'est ce qui concourt à la compétitivité. Ce qui concourt à la résilience est évidemment de se concentrer sur ce qui est le plus stratégique dans quelques chaînes de valeur essentielles. Ça a été dit par plusieurs personnes. Évidemment, la première des résiliences qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est la résilience au changement climatique et c'est la lutte contre le changement climatique. Donc c'est évidemment tout ce qui concourt à la transition énergétique, dans l'énergie, les transports, la construction. C'est évidemment la santé. On sort d'une crise sanitaire, donc c'est évidemment tout ce qui peut nous permettre de renforcer nos approvisionnements en matériel sanitaire et en produits sanitaires. C'est la technologie. On sait que l'Europe a un grand retard. On sait qu'on peut être soumis à des chocs technologiques à travers les attaques, etc. Donc tout ce qui est cybersécurité et si possible, ce qui est intelligence artificielle dans laquelle on a beaucoup de retard. Et puis du côté de la compétitivité, cela a été dit, Christian Saint-Etienne l'a souligné au début, l'éducation, dans laquelle l'Europe a un grand retard, les infrastructures, les télécommunications, la 5G. Alors qui doit faire ça? D'abord et avant tout l'Europe. D'abord et avant tout l'Europe, c'est son moment, c'est le niveau pertinent. La Commission, cela a été dit par Henrik Enderlein, on se souviendra peut-être de ce moment comme le début de l'Europe fédérale, à travers le plan qui a été proposé aujourd'hui. Et comme la Commission aujourd'hui, elle ne va plus faire seulement des prêts, mais aussi des transferts directs, c'est le moment pour elle d'avoir des ressources propres. Donc la taxe carbone aux frontières, avec une propre redistribution à l'intérieur de l'Union, la taxe sur les GAFA. Et l'Europe est d'autant plus légitime à faire ça qu'elle abandonnera une sorte de naïveté à l'égard de la mondialisation sur les investissements étrangers, la politique de la concurrence, les grands programmes de recherche plus orientés vers la recherche fondamentale. Du côté des États, et j'en termine là, puisque c'était le sujet qui nous réunit, il y a une remise en cause de la légitimité des États à intervenir au niveau centralisé. On l'a bien vu en France, je me prends que cet exemple. On a un système institutionnel dans lequel on a aujourd'hui ce que j'appellerais le pire des deux mondes. On a un État jacobin qui veut déléguer des compétences sans en donner les moyens, et on a des autorités décentralisées sur lesquelles l'État jacobin exerce une surveillance tatillonne. Il faut choisir le bon niveau d'intervention qui, on l'a vu dans la crise, on l'a vu dans les élections, c'est le niveau local qui est aujourd'hui le niveau souhaité. Alors, qui doit faire et comment faire? Effectivement, on retient beaucoup de choses, évidemment, de vos interventions. Moi, j'en retiens une en particulier, celle de la nécessité de faire du précis, des incitations fiscales précises, nous disait Olli Rehn tout à l'heure. Celle en même temps de penser globale, Eva Fuhrmann, de dépasser la logique strictement sectorielle et de penser globale. Ces deux approches, comment aujourd'hui, dans le contexte qui est celui que l'on connaît, les concilier? Qui veut prendre la parole? I can, yeah. Alors allez. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de faire les choses ensemble. Que ce ne soit pas ou. Il faut faire les choses ensemble. Et la deuxième partie qui est très importante, c'est de bouger sans attendre l'État. En fait, il faut... il est clair de savoir ce qui peut rester en France et ce qui doit être fait au niveau élargi, mais il faut voir ce qui est important et décider d'agir sans attendre. Et ce qui est intéressant, et je suis ravie que vous l'ayez dit, il faut faire très attention et continuer à travailler avec une société ouverte pour essayer de résoudre les choses, non pas à l'intérieur de l'Europe, mais avec l'extérieur de l'Europe aussi.
qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec l'intervention de Chakib Moussa, cette question de l'acceptabilité sociale finalement. Quand l'État intervient, il déverse des sommes d'argent considérables dans l'économie. Il faut que tout ça, dans les démocraties européennes, soit compris et accepté. C'est un risque aujourd'hui politique qu'il faut prendre en compte, peut-être Henry Kenderlein. Un écho au fond, donc il faudrait que vous répétiez brièvement la question. Oui, la question portait en fait sur l'acceptabilité sociale et politique de l'intervention de l'État qui déverse beaucoup d'argent dans l'économie. Ça pose question aux citoyens français, européens. Il y a peut-être un risque à identifier à ce niveau-là, ou en tout cas une voie de travail pour les gouvernements et pour l'Union européenne. Oui, moi je ne voudrais pas trop insister sur cette activité. Regardez quelle est l'alternative. Regardez les États-Unis, où il y a des millions et des millions et des millions de gens qui font la queue pour avoir mangé et qui sont au chômage aujourd'hui parce que l'État-providence n'existe pas. Donc si en économie on a le choix entre l'été et stabiliser l'économie d'un côté ou bien ne rien faire, je crois que le choix est vite fait. Et je ne trouve pas insister non plus sur ces niveaux de la dette. Je viens d'Allemagne. L'Allemagne a beaucoup insisté sur une dette stable qui ne dépasse pas les 60% du traité de Maastricht ou même les 80, 90, 100%. Cela dit, cette crise est au niveau historique, d'ampleur. Il faut d'abord stabiliser et après, il faut voir ce qu'on fait par rapport à rembourser cette dette et créer une durabilité, une stabilité économique à long terme. Mais la question principale, ici, tout le monde l'a vu, et c'était rappelé dans ce panel, il y a insisté encore une fois, le virage quand même extraordinaire de la République fédérale d'Allemagne qui ont disait toujours qu'elle était trop austère, qu'elle n'insistait pas assez sur les dépenses. Aujourd'hui, pendant la crise, c'est le pays qui dépense le plus en Europe et qui a le plus de marge de manœuvre. Donc ça justifie aussi en quelque sorte pourquoi pendant les jours où il fait beau, il faut, quand tout va bien, il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir le dépenser quand les choses deviennent plus difficiles. Jean-Louis Giraudeau souhaite réagir. Je partage pleinement le dernier point qui vient d'être fait au passage. Vous posez la question de la légitimité de ces interventions financières publiques massives. De mon point de vue, elles doivent obéir à deux critères. Le premier, c'est évidemment l'efficacité. C'est de l'argent qui est prélevé sur le contribuable présent et surtout futur, parce qu'on parle d'endettement. Et ça pose sur l'État, sur l'ensemble des acteurs publics, une exigence d'efficacité. Et ça pose la question, j'en faisais allusion tout à l'heure, s'agissant de notre système institutionnel, mais de la réforme de la gouvernance publique et de la réforme de l'État, de l'efficacité de l'État, qui est un sujet particulièrement vif en France. La deuxième exigence, c'est une exigence de solidarité. C'est-à-dire qu'une partie des mesures que nous appelons de nos voeux, je prends l'exemple de la taxe carbone, on a vu le problème des gilets jaunes. Il faut que ces politiques publiques nouvelles qui vont être mises en place, elles vont coûter à quelqu'un. Elles vont coûter parce qu'on va prélever des taxes, parce que certains prix vont augmenter. Il faut que ceux qui sont les plus affectés, qui en sont éventuellement les victimes, soient pris en compte, écoutés et le cas échéant compensés. La taxe carbone, si elle est prélevée aux frontières, elle doit être prioritairement utilisée pour améliorer la situation de ceux sur laquelle, à l'intérieur de l'Union européenne, elle va peser. Une question qui vient de notre public à distance, si vous le voulez bien, peut-être pour vous, Olirène. À l'heure où des choix forts de société s'imposent, transition énergétique, révolution numérique, refonte de la mondialisation, et où l'action publique semble plus réactive que proactive, ne faut-il pas envisager un retour d'une forme de planification ? Est-ce que Olirène est toujours avec nous? Je crois qu'on n'a plus la liaison avec Olirène qui reviendra peut-être.
Eva Forman. Alors Eva Forman peut-être. Yeah. On reste en Finlande. About the plan. Pour ce qui est de la planification dans son ensemble, j'aimerais plutôt dire quelques mots qui sont liés à cette question sur le fait que les gens se sont rendus compte pendant la crise que les idées populistes du passé n'aident plus les gens, raison pour laquelle on s'oriente vers davantage de résilience qui pourrait servir de base à la planification étatique, non seulement pour l'ensemble de la nation, mais aussi pour les entreprises, par exemple. Et il importe d'avancer dans ce sens plutôt que de simplement penser à l'efficacité, car la situation a mis toutes les parties en jeu, en danger, pas seulement les parties vulnérables, mais même ceux qui avaient des revenus élevés par le passé, y compris les États. Raison pour laquelle la planification doit s'orienter davantage sur la résilience que l'efficacité, ce qui signifie qu'il faut repenser les différentes chaînes d'approvisionnement, chaînes de production et autres. Rapidement. Effectivement, cette problématique de long terme suppose aussi que les acteurs puissent être mobilisés, puissent avoir un cap et l'intérêt de cette réflexion stratégique, je dirais, de long terme est essentiel. Mais je voudrais aussi insister sur un point qui a été évoqué, qui est le lien entre l'Europe et les pays du voisinage, et notamment les pays au sud de l'Europe. Et là, je pense très souvent, ils sont vus plus comme des problèmes, alors que des solutions peuvent venir de ces pays. Et je raisonne par rapport à des problématiques bien sûr de crise, mais aussi des problématiques liées à la sécurité, à la migration, ou à la compétitivité même de l'économie globale. Et le fait peut-être d'avoir une autre perception qui peut être un partenariat stratégique peut permettre d'ouvrir de nouvelles voies pour apporter des réponses à des défis qui sont des défis communs. Christian Saint-Etienne, le coordinateur de notre session, il vous revient la lourde responsabilité de conclure ces débats riches. Donc, si je le fais en 1 minute, je pense même en 2, si vous voulez. Même en 2, je pense que si on résume les différentes interventions, ce qui a été très clairement dit, c'est qu'on doit rester dans un monde ouvert qui favorise l'inclusion et le développement durable. Et si on devait retenir 3 mots qu'il faut conjuguer dans les années qui viennent, et dans les semaines et les mois et les années qui viennent, c'est résilience, inclusion, efficacité. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur ce trinôme pour permettre d'atteindre un niveau de développement. L'ambassadeur l'a dit, le rôle de l'État dépend du niveau de développement, mais à chaque niveau de développement, il faut atteindre un développement économique qui favorise l'inclusion et la croissance durable. C'est pas l'un ou l'autre, c'est en réussissant à faire un développement durable qui favorise l'inclusion qu'on accélère le développement économique. Donc, pensée globale, on revient à cette problématique-là. Voilà, alors pensée globale, néanmoins, on est dans le cadre de la résilience. Il faut bien sûr être capable d'être autonome sur les questions fondamentales comme la santé, la technologie et le développement durable. Mais ça a été très peu évoqué dans cette table ronde. C'était peut-être pas son objectif central, mais évidemment, nous sommes dans une, vous l'aviez dit tout à l'heure, Fabien, en introduction, dans une nouvelle
guerre froide entre deux géants. Il faut se souvenir que les États-Unis plus la Chine, c'est 40% du PIB mondial et bientôt 60% des dépenses militaires. Les deux pays se préparent à un éventuel choc militaire qui peut arriver sur la mer de Chine méridionale ou ailleurs, ou sur Taïwan. On vient de voir ce qui s'est passé à Hong Kong. C'est un signal extrêmement dur, extrêmement violent et un signal extrêmement puissant. Donc c'est dans ce contexte-là aussi que l'Europe doit se penser et se construire. Donc une Europe résiliente qui favorise l'inclusion et l'efficacité, mais qui ne perd pas de vue que si elle ne s'unifie pas, si elle ne se renforce pas, elle risque d'être le champ clos de l'affrontement entre les Chinois et les Américains. Merci beaucoup Christian et merci à vous tous ici en studio ou par visioconférence. Merci d'avoir participé à cette session qui était donc consacrée à l'État aux commandes de l'économie, un sujet dont on n'a certainement pas fini de parler dans les temps qui viennent. Il est 16h05 tout pile. Merci à tous. Merci. Merci. J'allais dire